Pendant des années, notre tour a défini à elle seule la réussite au XXIe siècle. Un géant de verre s'élevant à plus d'un demi-kilomètre, dominant un désert devenu une métropole étincelante sous nos yeux. Pour nous, le Burj Khalifa n'était pas un simple immeuble. C'était notre fierté, la preuve que les anciennes limites n'existaient plus. Mais aujourd'hui, dans nos couloirs et derrière nos portes closes, il se passe quelque chose dont personne n'ose parler dehors. Pour comprendre la réalité de notre quotidien à Dubaï, restez avec moi et abonnez-vous. Je vais vous montrer les fissures que nos brochures de vente vous cachent. Depuis 2 ans, nos chiffres internes ne collent plus avec l'image officielle. Le taux de vacances dans nos étages commerciaux ne fait que grimper. Nos locataires les plus prestigieux, installés aux années de gloire, plient bagages en toute discrétion. Notre plateforme d'observation, où il fallait réserver des semaines à l'avance, ne tourne plus qu'avec une infime partie de sa clientèle habituelle. Pour une tour censée incarner notre ascension irrésistible, ce ne sont pas des détails, ce sont des alertes. Et quand on travaille ici, on sait exactement ce qu'elles annoncent pour l'avenir de Dubaï. L'histoire de notre tour, c'est en fait celle de Dubaï tout entière. Pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il faut se rappeler notre objectif initial. Ce chantier n'a jamais été un simple projet immobilier. C'était notre pari, une audace folle, bâtir l'impossible pour forcer le monde entier à venir à nous. Pendant un temps, ce pari a dépassé toutes nos espérances. Notre inauguration en janvier 2010 a prouvé ce que notre ambition pouvait accomplir. Nous sortions à peine d'une crise financière historique. L'immobilier s'était effondré de 50%, nos chantiers voisins étaient à l'arrêt. Nos ouvriers partaient, l'ambiance était morose. Pourtant, nos dirigeants ont foncé et ouvert la plus haute tour humaine, criant au monde entier que nous n'avions pas dit notre dernier mot. Pendant 10 ans, cela a fonctionné. Notre tour est devenu le symbole ultime de la folle ascension de Dubaï. Le tourisme a explosé. Les multinationales se bousculaient chez nous pour décrocher leur adresse prestigieuse à Dubaï. Nos bureaux étaient devenus l'adresse d'affaires la plus convoitée au monde. Quant à nos appartements ce mytho surplombant le golfe et le désert, ils attiraient des ultra-riches qui achetaient sans même négocier. Mais cette belle histoire que notre service marketing continue de vendre a cessé de coller à notre réalité vers 2022. Pour comprendre ce décalage, il faut analyser 3 facteurs qui nous ont frappés en même temps. Un effet boule de neige que nos ingénieurs et promoteurs n'avaient absolument pas anticipé. Le premier choc est venu du changement de profil des talents étrangers sur qui nous comptions. Nos bureaux comptaient principalement des géants de la finance, des cabinets de conseil et des startups de la tech. Après la pandémie, de nombreux sièges se sont installés chez nous. Le télétravail prouvait qu'on n'avait plus besoin de Londres pour réussir. Nous offrions des impôts nuls du soleil et notre vue spectaculaire. L'argumentaire était imparable, les entreprises ont accouru. Mais cette même logique d'indépendance géographique s'est vite retournée contre nous. Si on peut travailler hors de Londres, on peut aussi très bien travailler hors de notre tour. La flexibilité est à double tranchant. Quand nos coûts d'exploitation ont flambé entre 2022 et 2024, les loyers de nos bureaux ont atteint des sommets impensables même pour nous. Nos locataires ont alors commencé à se poser une question jusque-là impensable dans nos murs. Pourquoi payons-nous si cher ? Notre tour a toujours été coûteuse, c'était notre marque de fabrique. Mais payer pour l'exclusivité est une chose, payer quand nos employés ne peuvent plus se loger et que nos charges bondissent de 40% en 2 ans en est une autre. D'un côté, nous vendons du prestige, de l'autre, nous créons un problème de rentabilité. Et c'est notre second problème, les bureaux vides. Chez nous, sont directement liés à la crise de la vie chère. Juste dehors, la hausse des prix chez nous depuis 2021 a été un choc brutal. Au pied de notre tour dans le quartier du centre-ville, les loyers résidentiels ont parfois doublé. Nos résidents expatriés s'étaient installés ici pour notre cadre de vie haut de gamme, à un tarif encore cohérent avec leurs revenus. Ils ont refait leurs calculs et beaucoup ont pris la décision impensable auparavant de nous quitter. Pour notre tour, c'est un coup dur. Notre rentabilité ne dépend pas que des mètres carrés loués. Tout repose sur notre écosystème. Nos bureaux de prestige ne valent rien si la ville autour perd son attractivité pour les talents que nos locataires cherchent à recruter et fidéliser. Quand les jeunes consultants et analystes refusent d'être mutés chez nous parce que les calculs ne collent plus, les grands dirigeants qui louent nos étages les plus chers s'alarment. Et quand ces doutes s'installent, ils commencent à se demander s'il est vraiment raisonnable de renouveler leur baux chez nous au tarif actuel. Le résultat concret de ces craintes se lit aujourd'hui dans nos rapports de vacances. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une lente et constante perte de nos occupants. En interne, personne ne veut en parler publiquement, car notre image repose entièrement sur le mythe de l'attractivité absolue. Admettre que la demande faiblit, c'est briser notre propre légende. Et ici où le paraître fait la réalité, écorner cette image équivaut à saboter notre propre économie.
Mais voici la vérité que notre direction évite soigneusement. C'est là que notre situation interne devient très délicate pour les planificateurs de Dubaï. Pour nous qui y travaillons, le Burj Khalifa n'est pas qu'un immeuble commercial, c'est le pilier de toute notre identité touristique. L'expérience de notre plateforme d'observation Adotop est répartie sur 3 niveaux, à savoir les 124e, 125e et 148e étages. Nous l'avons conçu pour être une expérience incontournable à l'échelle mondiale. Pas seulement la meilleure de Dubaï, mais du monde entier. À notre apogée, la foule en témoignait chaque jour. Nos files d'attente s'étiraient sur des heures, nos billets s'arrachaient des semaines à l'avance. Les voyagistes organisaient tout autour de nous. Pourtant, nos registres de fréquentation pour 2023 et 2024 racontent une toute autre histoire. Un retour à la réalité que nous n'avions pas vraiment vu venir après l'euphorie post-pandémie. Notre vrai problème, c'est la concurrence. Pas d'autres gratte-ciel, mais d'autres villes, proposant de nouvelles expériences bien plus accessibles, attractives et surtout nettement moins chères que chez nous à Dubaï. Quand des familles d'Europe ou d'Asie planifient un grand voyage et comparent le budget d'un séjour chez nous à des destinations comme le Japon, l'Asie du Sud-Est ou l'Europe du Sud, nous perdons de notre attractivité. Nos vols restent compétitifs, mais nos hôtels, nos restaurants et le coût réel de la vie ici pour un visiteur ont atteint un seuil où le calcul ne fonctionne plus pour une grande partie de notre clientèle habituelle. Et ce n'est pas une simple supposition. Nous le constatons dans nos taux d'occupation, dans les rapports de nos confrères du secteur et même dans le profil des clients que nous accueillons encore. Cette classe moyenne qui ne visait pas le Burj Al Arab mais était prête à dépenser chez nous pour de vrais souvenirs s'en va désormais ailleurs. Il ne nous reste plus qu'un mélange de très riches visiteurs pour qui le prix n'est pas un problème et de touristes low cost venus chercher chez nous un simple décor pour Instagram plutôt qu'une immersion. Cette clientèle intermédiaire rentable, le pilier de notre économie, est en train de s'effondrer. Chez nous, au Burj Khalifa, cette perte se lit directement dans les chiffres de nos plateformes. Car nous avions conçu cet espace précisément pour cette clientèle moyenne. Les ultra-riches, eux, ne font pas la queue chez nous. Ils s'offrent des accès privés, tandis que nos visiteurs plus modestes peinent à justifier le prix de notre billet d'entrée qui dépasse les $100. Notre attraction phare se retrouve ainsi prise en étau. Et pour nous qui gérons la tour, les conséquences se répercutent sur tout le bâtiment. Nos étages de bureaux se vident peu à peu car la cherté de la ville a chassé les talents qui faisaient notre force. Notre plateforme d'observation voit son nombre de visiteurs chuter parce que l'économie touristique globale de notre ville pénalise désormais cette clientèle moyenne. Quant à notre section résidentielle au sommet, bien qu'elle s'arrache toujours à prix d'or, nous y gérons surtout des appartements vides achetés comme actifs plutôt que pour y vivre. Pour nous, notre prestigieuse adresse n'est plus qu'une simple ligne comptable sur un tableur pour des résidents qui n'y mettent jamais les pieds. C'est un phénomène bien connu que nous observons aujourd'hui dans l'immobilier de luxe mondial. Quand notre tour devient plus un symbole qu'une résidence servant de coffre-fort plutôt que de foyer, elle commence à se vider de son âme. De l'extérieur, rien n'y paraît, mais nous qui travaillons au cœur de cet écosystème, nous le ressentons douloureusement. Tous nos restaurants, nos services et toute la vie au rez-de-chaussée dépendent de la présence réelle de nos résidents. Sans eux, tout s'éteint. Quand nos fenêtres restent sombres, cette vitalité s'évanouit. Dans nos discussions quotidiennes entre employés et habitants du quartier, un mot revient désormais de plus en plus souvent, le silence. Et ce n'est pas un silence paisible. Ce n'est pas le calme feutré d'un espace de luxe bien conçu. C'est le genre de silence qui montre que notre dynamique s'essouffle, que l'énergie qui faisait de nous le centre du monde s'évapore. L'ironie est presque cruelle pour nous. Notre propre tour, censé bannir le concept même de limite pour notre ville, subit aujourd'hui exactement les mêmes pressions. Nous luttons contre la vacance, la spéculation et la baisse de fréquentation, comme ces tours surévaluées de New York, Hong Kong ou Londres. Même en travaillant au sommet de l'ambition humaine, nous réalisons que notre projet n'échappe pas aux lois économiques les plus basiques. Cela rend juste l'écart entre notre image de marque et la réalité beaucoup plus flagrant de loin. Ce qui nous attend reste flou, et ce doute pèse lourdement sur notre quotidien. Mais chez nous, nous avons prouvé maintes fois que nous savions faire taire les sceptiques. Notre ville a déjà réalisé des projets jugés totalement impossibles dans des délais pourtant records. Ce serait une grave erreur de penser que notre déclin est inévitable, alors que notre direction travaille déjà d'arrache-pied pour relever ce défi. Pourtant, les leviers que nous utilisions pour relancer notre dynamique, comme les projets records et les annonces chocs, se heurtent à un contexte économique bien plus difficile qu'en 2010, l'année où nous avons ouvert les portes du Burj Khalifa. Les capitaux mondiaux circulent différemment et attirer des talents ou des entreprises chez nous est devenu un combat féroce.
D'autres nations ont analysé ce que nous avons réussi à bâtir et affûtent leurs propres arguments concurrentiels depuis des années. Nous n'avons plus le monopole des projets grandioses, et notre tour trône désormais au milieu d'une ville à la croisée des chemins. Notre tour n'est pas en train de mourir, ce serait un raccourci bien trop simpliste et faux. Mais elle n'est plus ce symbole incontesté que nous avions imaginé. Elle est devenue pour nous un monument complexe, témoin de nos succès passés, mais aussi un rappel constant que la réussite n'est jamais acquise. Elle nous rappelle chaque jour que combler l'écart entre nos promesses et notre réalité exige un effort permanent. Et quand le coût de la vie ici dépasse la valeur réelle, les clients prestigieux que nous devions accueillir préfèrent simplement s'installer ailleurs. Pour nous ici, la question n'est pas de savoir si notre tour tiendra debout, elle tiendra. La question est de savoir qui l'occupera, à quel prix, dans 5 ans. Et si notre quotidien ici ressemblera un jour au rêve fou de ceux qui ont regardé un désert vide en décidant d'y bâtir la plus haute tour du monde. Nous écrivons encore cette réponse au quotidien, mais les premiers chapitres ne ressemblent pas au plan de nos dirigeants. Si vous voulez continuer à suivre ce que nous vivons en coulisses dans ces métropoles où le fossé entre les brochures et notre réalité grandit, abonnez-vous. Notre équipe n'a pas fini de creuser sous la surface. Le tableau se précise et notre prochaine destination risque de vous surprendre.